Nous continuons sur notre thématique médecine et femmes. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Caroline Fabre-Rousseau, qui a écrit ce magnifique roman « Elle venait d'Orenbourg ». Alors, qui est montpelliéraine, donc voilà. Certains d'entre nous l'ont déjà écouté. On avait tellement aimé sa présentation au Gazette Café qu'on s'est dit « Oh, pour un événement, on pourrait ». Et voilà l'événement parfait puisqu'on reste dans la médecine. Et donc, Caroline et moi venons de découvrir qu'on avait fait nos études ensemble. C'est quand même, voilà, on se retrouve ici avec les mêmes études de lettres et de langue. Et puis, Caroline donc, a enseigné, a aussi été un peu dans le milieu de la com, je pense, c'est ça, oui. Et puis, s'occupe de séjours linguistiques. C'est fini, bon. À part l'écriture, qui est une très grande passion, il y a aussi la musique, le jazz. Voilà. Donc, ce roman ne nous parle pas de musique, pas très peu, on en parle un tout petit peu. Mais Caroline, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur déjà, elle venait d'Orenbourg. Qui sont ces elles et où est Orenbourg pour nous orienter un petit peu? Alors, bonjour, je suis ravie de venir vous parler d'une femme médecin aussi exceptionnelle et de son amie qui a commencé aussi ses études, qui venaient toutes d'Orenbourg. Je vais demander peut-être qu'on me mette la carte. Ah ben voilà. Donc, Orenbourg, ça jouxte l'actuel Kazakhstan, complètement au sud de l'Empire russe à l'époque. Donc c'est vraiment la dernière porte avant l'Asie et c'est assez drôle que cette ville s'appelle Orenbourg parce qu'on a l'impression que c'est une ville allemande qui a d'ailleurs des bâtiments tout à fait style européen allemand. C'était une ville de garnison aux avant-postes de l'Empire russe pour protéger l'Empire des Tatars, de toute l'Asie. Et j'ai même retrouvé une photo d'Orenbourg à l'époque de nos deux étudiantes. Donc ça, c'était l'aspect, très, très européen d'Orenbourg, ville de garnison. Nos deux héroïnes sont de même origine, elles sont d'origine juive. L'une s'appelle Glafira Ziegelman et l'autre s'appelle Raïssa Lesk. Elles sont nées en 1871 et 1872. Les parents de Glafira se sont convertis à la religion orthodoxe, donc ont pu devenir propriétaires terriens. Et les parents de Raïssa ne se sont pas convertis, mais le père de Raïssa avait quand même le droit de posséder un magasin, parce qu'à l'époque, c'était l'époque des pogroms, des répressions sanglantes contre les Juifs, et entre autres tourments infligés aux Juifs, il y avait cette interdiction absolue d'être propriétaire. Et en fait, pour vous remettre dans l'ambiance, Alexandre II avait été un tsar assez libéral et il est mort dans un attentat terroriste. Et son fils Alexandre III a resserré la vis et évidemment a trouvé comme bouc émissaire les Juifs. Donc là, c'est devenu intenable et ils sont partis en masse. Ils ont fui l'Empire russe qui s'étendait très loin à l'ouest, avec le train. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait sur la couverture du livre un train, et c'est pour ça que ça tombe très bien qu'on ait vu le documentaire sur le transsibérien, parce que Orenbourg à l'époque était un important nœud ferroviaire. Les tsars russes avaient décidé de vraiment développer le chemin de fer, et cette petite bourgade quand même née de rien était quand même importante au niveau communication. Alors, pourquoi Raïssa et Glafira
ont décidé finalement de quitter cette jolie ville d'Orenburg alors que leurs parents avaient du bien. Alors, tout simplement parce que non seulement elles étaient d'origine juive, ce qui est surtout pour Raïssa n'était pas évident parce que le fils aîné de Lesk pouvait, lui, garder un titre de propriété, mais les filles, non. Donc, Raïssa ne pouvait pas rester en Russie. Et deuxièmement, elles étaient femmes. Et justement, après l'attentat contre le tsar, on a considéré que les universités étaient vraiment des foyers d'agitation révolutionnaire, surtout avec les fameuses révolutionnaires russes, les femmes. Donc on a de nombreuses caricatures, elles fumaient, elles avaient les cheveux courts, elles lançaient des bombes. Bon. Et du coup, on a fermé les universités russes aux femmes. Et il y a eu un énorme beaucoup de femmes, jeunes étudiantes, qui ont quitté la Russie et qui sont surtout allées étudier d'abord en Suisse. Voilà, elles ne vont pas directement à Montpellier. Et voilà, donc Glafira et Raïssa partent ensemble, elles sont amies, et Raïssa convainc Glafira d'aller d'abord en Suisse. Elles vont à Genève pour parfaire aussi leur français, qu'elles avaient déjà appris, comme on faisait à l'époque, tout le monde parlait français, apprenait le français. Elles ont failli se perdre parce que leur accent n'était pas exceptionnel et qu'elles ont failli partir en Italie plutôt qu'en Suisse. Voilà, elles ne faisaient pas la différence entre Geneva et Genova. Oui, c'est vrai que donc c'est pas les valises évident. avaient manqué partir à Gênes. Voilà. Donc elles sont parties à Genève. Et là, c'est grâce aux relations révolutionnaires du père de Raïssa Lesk, qui connaissait tous les révolutionnaires éparpillés en Europe, ceux qui voulaient faire la révolution, qui la préparaient. Et donc, il y avait tout un réseau. On sait que Genève était une ville presque rouge. Hein, et d'ailleurs, elles habitaient rue Karouchka. Enfin, ce n'est pas une vraie rue, mais ça avait été baptisé russe parce qu'il n'y avait que des Russes, des libraires russes, des restaurants russes, tout ce qui est des journaux. Elles auraient pu continuer là, sauf que le rêve... Enfin, un des nombreux rêves, contrariés d'ailleurs, de Raïssa était d'avoir un diplôme de médecin pour pouvoir exercer dans le futur État d'Israël. Or, ce futur État a décrété, alors qu'elles étaient à Genève, que les diplômes de médecins venus de Suisse n'avaient pas de valeur. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé pourquoi. Il faut vous dire aussi que Raïssa avait déjà eu 2 vocations contrariées avant de décider d'être médecin, contrairement à Glafira qui avait toujours voulu être médecin. Raïssa était très belle, très passionnée, adorant la littérature et le théâtre, et elle avait voulu être actrice. Sa sœur aînée était en train de devenir cantatrice, et elle a plaidé pour sa sœur pour qu'elle soit auditionnée par la grande actrice russe qui coachait, je dirais, toutes les actrices de l'époque. Et cette terrible dame a été sous le charme de notre Raïssa et elle lui a dit qu'elle était promise un grand avenir, qu'elle avait tout pour elle, sauf qu'elle a appris par la dame de compagnie qu'elle ne supportait pas les youpines. Donc, elle s'est dit, non, moi, je ne vais pas être actrice car je ne vais pas renoncer à ma religion. Et donc, cette première, ça a été une contrariété. Elle avait fait aussi le choix pour pouvoir contourner les lois anti-étudiantes russes, de devenir pharmacienne, parce que là, on avait le droit. Mais pour pouvoir être pharmacienne, il fallait d'abord passer un diplôme d'institutrice. Enfin, elle connaissait tous les tuyaux, mais sauf qu'elle était la seule pharmacienne étudiante à Orenburg, et donc montrée du doigt, accusée de tous les maux, etc. Donc elle a renoncé. Et voilà, donc son nouvel idéal, c'était d'être médecin en Israël. On lui dit non. Grâce à tout le réseau révolutionnaire de son père, elle a un contact
avec un révolutionnaire à Montpellier. Elle envoie une lettre pour avoir un avis sur cette ville, que vaut l'université de Montpellier, l'université de médecine. Et l'avis étant plutôt favorable, elle convainc Glaphyra de partir avec elle à Montpellier. Ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie. Hein. Je précise parce que voilà. Et donc nos deux héroïnes, dont je vais vous montrer peut-être quand même les photos, parce que voilà. Donc là, ça c'est la même. Hein. Il y a deux photos de la même. C'est Glaphyra. Donc Glaphyra Ziegelmann et Raïssa. Si je peux avoir voilà. Alors, j'ai pas trouvé de portrait seul de Raïssa. Les photos ne sont pas de très bonne qualité, mais bon. On la reconnaît dans la deuxième photo, pour vous c'est la droite, portant un enfant sur les genoux. Ça c'est une photo qui est prise en Russie. Voilà, donc nos deux jeunes filles arrivent à Montpellier. Elles sont accueillies par celui qu'on appelle grand-père Kessel, qui n'a pas fini ses études. Hein. On l'appelle grand-père parce qu'il est assez imposant, gentil, s'occupe un peu toute la communauté russe. Donc, c'est-à-dire, quand on dit russe, ça veut dire aussi, il y a beaucoup de Roumains, de Bulgares. C'est lui qui va un peu conseiller, donner l'adresse des lingères pour louer une chambre, etc. Donc, nos deux amis s'inscrivent, et j'ai vu le registre des inscriptions en janvier 1894, et elles font valoir leur semestre à Genève, et elles peuvent intégrer directement, soutenues par les professeurs, la troisième année. Enfin, elles débutent la troisième année, donc elles travaillent d'arrache-pied, mais elles sont très soutenues. Et il faut vous dire que l'université de Montpellier était assez prisée par toutes ces jeunes filles étrangères venues de Russie, parce qu'on les chahutait moins qu'à Paris. Paris était, c'était dur pour les jeunes filles, les jeunes femmes qui s'aventuraient sur les bancs de l'université. Oui. D'ailleurs, Raïssa est très méfiante par rapport à ses collègues ou ses codisciples masculins. Même, elle refuse de rencontrer Kessel, qui lui avait proposé son aide. Mais bon, voilà, les hommes, méfions-nous. Oui, il y a une blessure sentimentale. Et du coup, c'est une espèce de... furieuse, elle est tout le temps, oui, elle est furieuse et elle prend tout le temps fait et cause. Je pense que si elle avait été à la tête de MeToo aujourd'hui, oui, c'était ça aurait été, mais tout à fait. Voilà. Et finalement, Raïssa va accepter la demande en mariage de ce grand-père Kessel, qui n'était quand même pas une bombe. Hein, vous voyez son... non, c'est la photo suivante. Voilà. Mais qui l'a charmé parce que lui aussi avait eu un itinéraire difficile. Donc lui, il venait d'un ghetto misérable de Chvaly en Lituanie, fils de gens très pauvres, et sa mère ne voulait pas qu'il parle russe. Il a appris le russe en cachette. Elle voulait qu'il devienne rabbin. Voilà, parce que son père avait été rabbin, c'est ça, ou le grand-père, il y avait le grand-père. Voilà, le grand-père. Et lui ne voulait absolument pas rester enfermé dans ce ghetto et dans cette misère. Et il a tout seul préparé le programme du baccalauréat. Et il a voulu s'inscrire pour le passer, et on lui a dit « Ah, vous avez fait votre programme de 3 ans, 2 ans en 1 an, ça prouve que vous l'avez bâclé, donc il est hors de question que notre lycée vous inscrive à l'université, pour le baccalauréat. » Donc il a essayé de sortir de ce qu'on appelait la zone de résidence. Donc la zone de résidence, c'était cette espèce de zone imposée par le régime tsariste pour que les juifs ne puissent pas aller ailleurs. D'où l'expression
assigné à résidence. Ça vient de là. Et d'ailleurs, excusez-moi, oui. D'ailleurs Joseph, pas Joseph, ce sera le fils. Après. Voilà, non, mais je voulais parler de Kessel qui ne parlait même pas russe au départ. Il a dû apprendre. Voilà. C'est ça. Il a appris en cachette de sa mère, tout seul, mais il était tellement intelligent qu'il a pu ensuite donner des cours de russe, de grec, de latin à une famille assez riche dont il a été précepteur, et il a économisé copec après copec pendant 2 ans pour fuir la Russie et devenir médecin. Donc lui, il est parti de la Lituanie. Il a fait ce long voyage en train, donc ça a duré 6 jours, comme le documentaire qu'on a vu ce matin, tout seul, avec comme guide de voyage Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour quelqu'un qui apprend tout seul avec un dictionnaire le français, de commencer direct avec Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, c'est plus difficile comme français que Les Misérables. Vous pouvez comparer. Donc, évidemment, quand il est arrivé à Paris, il s'est perdu, lui, vraiment, pour de bon. Et il a travaillé d'arrache-pied, il a tellement travaillé qu'il est tombé malade d'épuisement. Heureusement, il avait un ami d'Odessa qui l'a un peu pris sous son aile et l'a mis en contact avec le baron von Hirsch, qui l'a fait d'ailleurs, qui avait l'idée de créer une colonie pour tous les juifs persécutés d'Europe centrale en Argentine et non pas en Palestine. Et donc il avait repéré le brillant étudiant Samuel Kessel en se disant qu'il allait pouvoir être médecin dans cette colonie. Sauf que Samuel Kessel a failli mourir. Le médecin envoyé par le baron von Hirsch a prescrit le soleil et l'a envoyé à Montpellier. Donc Montpellier devient la ville où tout se passe. C'est pas le transsibérien, mais voilà. Donc Raïssa va être touchée par l'itinéraire et le courage, il est vrai exceptionnel, de Samuel, et qui va très intelligemment, sans faire exprès, je pense, mais bon, lui demander sa main en l'emmenant au théâtre. Donc elle a vu une magnifique pièce de théâtre à Orange, avec les cigales, le ciel d'été, tout. Donc il a conquis Raïssa comme ça, comme quoi le théâtre peut vous mener. Et donc tout ça pour vous dire que Raïssa est allée, elle a présenté son mari, elle est retournée en Russie, à Orenbourg, et sur le chemin du retour, elle avait des soucis gynécologiques. Je pense qu'elle avait une endométriose, enfin des problèmes d'endométriose, et elle a été opérée à Paris par quelqu'un qui l'a soulagée, mais qui est pour moi un sinistre crétin, que je ne peux pas supporter, parce que ce monsieur, avec le stéthoscope qui existait à l'époque, donc là c'était en 1895, 16, voilà, a décelé une insuffisance cardiaque suffisante pour l'empêcher de faire des études de médecine. Une jeune femme, c'était trop fatigant. Donc elle a dû s'arrêter, et il faut quand même savoir qu'elle n'a jamais eu le moindre problème cardiaque, alors que son mari a eu une angine de poitrine, entre autres plaies, et que Glaphyra mourra, elle, d'insuffisance cardiaque. Bon. Bref, Raïssa, encore une vocation contrariée, elle dit d'accord à Samuel quand il lui dit « Écoute, j'ai une dette envers le baron von Hirsch, il me propose de devenir le premier médecin de la colonie en Argentine, est-ce que tu es d'accord pour qu'on y aille ?» Mais oui. Donc, la voilà partie en Argentine en 1896. Donc, vous imaginez la traversée, les conditions du voyage, et voilà, et ça va être une expérience très décevante, très difficile pour elle, et surtout, elle est très triste de ne pas avoir pu continuer ses études de médecine. Et pendant ce temps, son amie Glaphyra continue son petit bonhomme de chemin. Elle le continue tant et si bien qu'elle va aller jusqu'à l'internat de médecine. Donc elle sera la première femme de province interne de médecine.
Elle le sera avant son futur mari, Amand Gossel, qui est un orphelin du village de Pargoire. Et elle va le pousser, l'aider pour qu'il passe, quand il va passer l'agrégation, il va passer l'agrégation en 1907, et lui, en 1907, avant qu'il y a une place de professeur qui va se libérer à Bordeaux, et lui dit, Glaphyra, passe aussi l'agrég. Donc elle va s'inscrire, faire toutes les démarches pour passer l'agrégation de médecine en 1907, chose qui ne s'était jamais faite. Et malheureusement, elle n'avait pas de nouvelles et en fait, on n'a jamais pu l'inscrire car le recteur en personne de Montpellier a fait le voyage pour empêcher l'inscription. Aux grandes dames des professeurs de médecine de Glaphyra qui la coachait, la soutenait, l'encourageait, croyait en elle parce que c'était une étudiante exceptionnelle. Et elle a... elle n'a pas pu, et l'agrégation, c'était tous les 3 ans. Et c'est pas grave, elle a dit, je recommencerai en 1910, je serai vraiment prête. Et donc, en 1910, elle passe l'agrégation, et elle est reçue à l'écrit. Sauf que quand on décachette la copie, on s'aperçoit que le prénom se termine par un A. Et A, c'est pas masculin. Et donc, on lui déconseille de passer, on lui conseille de ne pas passer l'oral, puisque c'était une femme et qu'une femme ne pouvait pas être professeure de médecine, vous n'y pensez pas. D'ailleurs, à ce propos, je peux vous lire un petit extrait de ce que pensaient les médecins de l'époque des femmes qui faisaient des études de médecine, puisqu'elles étaient de plus en plus nombreuses et que ça devenait quand même inquiétant. Alors, j'essaie de retrouver la page... Alors, l'auteur, c'est Monsieur Charles Fissinger, enfin en français on dirait Fissinger, qui a écrit dans le bulletin numéro 11 de la médecine moderne en 1900 un article intitulé je n'invente rien, c'est un vrai article, et d'ailleurs j'aurais eu honte de l'écrire. L'inaptitude médicale des femmes. Alors, voilà ce qu'il met. La femme doctoresse est une de ces herbes folles qui ont envahi la flore de la société moderne. Très innocemment, elle s'est imaginée qu'ouvrir des livres et disséquer des cadavres allait lui créer un cerveau nouveau. Vous serez une érudite, madame, je ne disconviens pas. Pour médecin, souffrez que j'apporte mes réserves. Je ne parle pas de votre excès de sensibilité incapable de maîtriser le jugement qui sort de votre lèvre. Le sang-froid dans les circonstances imprévues, la décision, l'audace en face d'un danger pressant, par crainte que vous ne puissiez apporter dans la balance de telles preuves de vigueur morale, je ne demande même pas que vous vous en chargiez. Négligeons, si vous le voulez bien, les traits de caractère qui sont particuliers à votre sexe et se tournant en qualité de dévouement, d'abnégation, de sacrifice dans le cercle de la famille, deviennent au contraire défauts et des plus grands dans une carrière où ils ne seraient pas soutenus par cette fermeté et cette initiative qui vous manque et sans lesquelles la pratique médicale vous a donné apparaît comme une fonction à ressort amolli et dont le sentiment au lieu de la raison réglerait le mécanisme et le jeu au détriment bien entendu des malades. Le tempérament de sensibilité imparfaitement pondéré qui est vôtre vous interdit le calme indispensable à la pratique médicale. La femme, par la force des choses, en vertu de son infirmité naturelle, ne peut être qu'un thérapeute médiocre. Beaucoup de gens estiment que, bornée à certains soins spéciaux, une doctoresse peut rendre des services. Elle est douce, compatissante, aimante. Les femmes n'ont pas à alarmer leur pudeur devant elle. Les enfants ne s'effraient pas à son approche. Ce sont là, certes, des qualités. Il ne s'agit que de s'entendre. À quel rôle ces qualités s'adaptent-elles le plus heureusement? À celui de médecin ou de garde-malade? Étant donné la pente connue du cerveau féminin, la réponse n'est pas douteuse. Une doctoresse dans la clientèle ne sera jamais qu'une excellente garde-malade. J'ai été assez aimable pour les femmes, celles qui consentent à se tenir dans la sphère aimante et douce qui leur est attribuée par leur sexe, pour qu'il me soit permis,
à celles qui s'égarent dans des études où elles sont inaptes de leur montrer qu'elles font fausse voie et qu'il ne dépend pas de leur volonté de se créer un cerveau de praticien. Donc, vous voyez un peu les préjugés que Glaphyra et Raïssa ont dû combattre pour pouvoir continuer leurs études. Bon, et Raïssa, pardon, voilà. Raïssa, ses préjugés l'auront vaincu finalement, la personne de ce médecin qui a considéré que son petit cœur de femme n'était pas suffisamment armé pour faire des études de médecine. Mais ça ne va pas empêcher Glaphyra d'avoir une merveilleuse carrière et de prendre les choses en main quand son mari partira à la guerre. Exactement. Alors, comme beaucoup de femmes à cette époque, la Première Guerre mondiale l'a mise aux manettes. Les femmes ont eu beaucoup de responsabilités. Donc, Amand Gossel a confié à sa femme la direction du sanatorium, qui était très important puisque c'était le sanatorium du département, et dont il avait lui-même conçu les plans. Pour la petite histoire, c'était une propriété qui appartenait à la famille Basile, en fait. Oui. Et donc, elle va gérer ce sanatorium pendant toute la durée de la guerre, tout en continuant à exercer comme médecin gynécologue. Elle a inauguré, en fait, à l'époque, la maternité qui est maintenant le nouveau conservatoire. Voilà, docteur Grasset. Voilà. Donc, elle va avoir une très belle carrière de gynécologue obstétricienne. Et il y a beaucoup de Montpelliérains qui sont très fiers de dire que leur grand-mère ou grand-père, a été mis au monde par Glaphyra Ziegelmann. Et cette famille, c'est devenu la famille Gossel, puisqu'elle a épousé Amand Gossel, a donné naissance, Glaphyra et Amand ont eu 2 enfants, Hélène et Georges. Et Hélène elle-même a suivi l'exemple de sa mère et est devenue médecin. Et il y a eu aussi ensuite toute une lignée de médecins une dynastie de médecins à partir de Glaphyra et Amand Gossel. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'anecdote de la plaque avec les noms dont vous parlez dans le roman? Ah oui, c'est vrai que... Alors, par hasard, j'ai trouvé sur Internet, parmi mes recherches, une plaque qui était vendue sur eBay. Une plaque en cuivre, c'était la plaque que Glaphyra et Amand Gossel avaient apposée dans leur cabinet médical commun. Ils habitaient rue Marceau. D'ailleurs, l'arrière-petite-fille, malheureusement décédée il y a peu de temps, Madame Terchiporst, habitait toujours dans l'appartement familial. Et donc, ils avaient une plaque avec écrit docteur Gossel une seule fois. C'est-à-dire que pour eux, c'était la même chose. Hommes et femmes, ils étaient médecins. Et il y avait juste spécifié la spécialité de Glaphyra et la spécialité d'Amand. En haut, en bas. Voilà, en haut et en bas. Et ils se partageaient la salle d'attente, la bonne qui prenait un peu les rendez-vous, mais ils avaient beaucoup de mal pour recruter. Voilà, et c'était quand même un couple très uni. Elle a été très soutenue par son mari, elle l'a beaucoup soutenue aussi pendant la préparation d'agrégation. J'ai eu accès à toutes les lettres qu'ils se sont échangés quand ils étaient séparés, notamment pendant cette fameuse période de l'agrégation, très instructif, avec effectivement ce gros problème c'est un peu moins maintenant, mais ça a été quand même un problème très longtemps, de dynastie, avec un plafond de verre, pas pour les femmes à l'époque, mais pour ceux qui n'étaient pas médecins, pas fils de médecins, pas gendre. Et c'était pratiquement impossible d'avoir l'agrégation si on n'avait pas dans le jury quelqu'un d'affilié, etc. Et pour Amand, ça a été très très dur d'arriver à faire ses preuves alors qu'il n'était pas issu du sérail. C'était un orphelin élevé par une tante. Et c'était aussi un personnage, parce que mon livre s'appelle Elle venait de Hambourg, mais j'accorde aussi beaucoup de pages à Samuel Kessel
et à Manguecel, parce que c'est eux qui ont aussi infléchi les destinées de ces deux femmes. Voilà. Et donc, oui, vous allez me dire, elle est allée en Argentine, Raïssa, et qu'est-ce qui s'est passé? En Argentine, elle a donné naissance à Joseph Kessel. Voilà. Et voilà. Donc, Joseph Kessel a suivi ses parents dans leurs oscillations gigantesques entre l'Argentine, la Russie, la France, la Russie, la France. Donc, après, il ne faut pas s'étonner que Joseph Kessel soit devenu grand reporter, parce qu'il n'a pas cessé d'avaler les kilomètres dans des conditions d'ailleurs très dangereuses. Il a failli mourir à l'âge d'1 an et demi sur le bateau entre l'Argentine et la France. Il a vraiment failli mourir de dysenterie. Ça a été un voyage épouvantable. Donc en fait, Raïssa, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Elle a toujours été contrariée dans ses vocations et contrariée dans ses choix de lieu de résidence, puisqu'il fallait qu'elle quitte la Russie, alors qu'elle avait une vie très gâtée, choyée. Au niveau culturel, c'était vraiment des gens qui connaissaient toute l'intelligentsia russe. Elle avait une culture extraordinaire qu'elle a transmise à Joseph et à ses deux autres frères. Et elle est partie en Argentine, ça a été terrible. Elle est repartie en Russie, mais en fait le climat ne convenait pas à son mari, trop faible. Elle est repartie en France, donc ils se sont promenés pour essayer de trouver un endroit qui convienne à la santé de Samuel. Elle est repartie, ils ont fait le choix de repartir en Russie, pile au mauvais moment, puisqu'il y a eu la première révolution avec à nouveau des pogroms épouvantables. Donc, et après, elle est repartie à Paris, ça n'allait pas. Finalement, ils se sont établis à Nice, et les enfants Kessel ont fait leurs études au lycée Masséna. Et finalement, elle a passé son temps à compter les sous, puisque son mari ne gagnait rien. Il soignait tous les révolutionnaires exilés qui n'avaient pas un rond, donc voilà. Et elle comptait les sous. Et finalement, c'est devenue une vieille dame assez amère, avare, pas très sympathique. Et Joseph Kessel a énormément écrit, et il n'a jamais écrit sur sa mère. Et il a inspiré un autre grand écrivain, Romain Gary, qui, comme Joseph, son héros, a été aviateur très jeune pendant, lui, la Deuxième Guerre mondiale. Joseph, c'était à 17 ans qu'il montait à bord d'un des coucous de l'époque pour faire des repérages des lignes ennemies. Enfin, c'était une tête brûlée. Donc, Romain Gary a écrit sur sa mère, et Joseph Kessel n'a jamais pu écrire sur sa mère. Et moi, ça m'a aussi... j'étais contente de pouvoir un petit peu lever le voile sur cette femme assez incroyable, qui n'a pas été médecin, mais qui nous a donné quand même 2 écrivains, d'ailleurs, parce qu'il y a Joseph Kessel, mais il y a aussi son neveu, Maurice Druon, qui est très connu, bizarrement, à Orenbourg, beaucoup plus que Joseph Kessel. Parce qu'il a écrit Les Rois maudits. Voilà. Bon, je trouve que Joseph... Enfin, je ne suis pas la seule. Je trouve que Joseph Kessel est un bien meilleur écrivain que Maurice Druon, mais bon. Et Joseph Kessel qui a poursuivi le rêve de sa mère en étant un des premiers à rentrer en Israël après sa création, c'est ça? C'est ça. Ça a été... il est allé faire un reportage sur la naissance de l'État d'Israël, et il a été... sur son passeport, on lui a mis le numéro 1. De visa numéro 1, c'était le premier étranger à entrer en Israël et à faire un reportage. Et après, il s'est promené partout, et surtout, comme il est allé pendant son enfance à Orenbourg, il a respiré toutes ces senteurs et ces parfums d'Asie. Son grand-père avait cet immense magasin, le magasin Lesque, qui était approvisionné par les caravansérails venus d'Afghanistan, traversant le désert. Et il y a toujours un caravansérail à Orenbourg, c'est un monument historique. Et donc, Joseph Kessel a baigné dans cette espèce d'exotisme incroyable. Et il a toujours gardé un lien très fort avec
l'Afghanistan. Quand on lit Les Cavaliers, c'est vraiment toute son enfance qu'il va développer dans ce livre et tous ses voyages d'ailleurs dans ce pays. Et si on revient à la littérature, vous parlez aussi de Samuel qui joue aux échecs avec Paul Valéry. Ah oui, oui. Oui, parce que Samuel Kessel, il n'a pas seulement lu Les Travailleurs de la mer, il a beaucoup lu. Et il est devenu très ami avec, alors à l'époque il s'appelait Ambroise, Valéry. Ils jouaient aux échecs ensemble dans la famille Valéry. Et on a dans le musée Paul Valéry de Sète des lettres de Samuel et de Ambroise, Paul Valéry. Paul Valéry a encouragé Joseph et a vraiment donné son opinion très positive sur le premier roman de Joseph Kessel. Et donc c'est quand même touchant de voir que il y a une affiliation littéraire encore à Montpellier. Et si je ne me trompe pas, ils font des promenades dans le jardin des plantes, c'est ça? Oui. Qui joue une grande place dans votre roman. Alors oui, parce que pour moi, le jardin... Alors déjà, le jardin des plantes pour l'université de la faculté de médecine de Montpellier, c'est un endroit pédagogique très important. Il y a le conservatoire d'anatomie et le jardin des plantes, qui sont l'un pour l'hiver, l'autre pour l'été, si je schématise. Et ce jardin botanique, vous le savez, est l'un des plus anciens de France et même maintenant d'Europe, parce que d'autres jardins de la même époque n'ont pas été aussi bien entretenus. Enfin, quoique, il reste encore beaucoup à faire dans ce jardin pour le mettre qui recouvre toute sa splendeur. Mais c'est déjà bien ce qui se passe. Et donc, j'ai voulu montrer aussi l'importance de ce jardin en tant que symbole, parce que le jardin de Montpellier, c'est un jardin clos, avec des murs pour protéger du vent, de la tramontane, etc. Et Samuel Kessel, il vient du ghetto. Et le ghetto, c'était avec des chaînes, des vraies frontières. Et il arrive à Montpellier parce qu'il va mourir. Il n'y a plus que le climat pour le sauver. D'ailleurs, il va être sauvé par les infirmières qui vont le nourrir et par ses promenades au jardin. Et ce jardin clos contient en fait toutes les essences du monde. Il découvre le monde à travers toutes ces plantes. Donc je me suis promenée comme si j'étais Samuel Kessel dans ce jardin pour montrer cette espèce d'émerveillement. C'est un endroit clos, mais un endroit tellement ouvert sur le monde et qui, au contraire, lui donne sa liberté à lui qui avait été confiné dans un ghetto et qui, à force de volonté et de courage, s'en est sorti. Donc c'est un peu le jardin d'Éden, ce jardin. Et j'ai aussi pu découvrir le jardin de la Reine, qui est en face, qui est un très joli endroit. Avant le confinement, il y avait régulièrement des concerts pour le découvrir. Et c'est un endroit ravissant aussi, plein de charme. Donc il y avait encore la passerelle qui reliait. Alors, à l'époque, il y avait la passerelle. Aujourd'hui, on voit que la trace. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui vient de Lituanie, le jardin des plantes de Montpellier, c'est le paradis, c'est sûr. Vous voulez que je vous lise un petit... Pourquoi pas. Un petit extrait du jardin. Depuis 6 ans, tous les jours, Samuel se promène dans le jardin du roi, suivant le même itinéraire. Il entre par la porte du Pérou, qui offre une vue plongeante sur l'orangerie et les 4 carrés des plantes étudiées en cours de botanique. Alignées dans les longues banquettes parallèles, les plantes médicinales et les espèces méditerranéennes appartiennent au jardin d'origine, devenu école systématique. Il n'y va pas, car il s'agit d'une promenade d'agrément, sans contrainte d'herborisation. Il part à l'ouest, le long des cyprès, passe devant l'orangerie, s'arrête devant l'arbre aux 40 écus, contemple les cactus avant de traverser le passage couvert sous la noria. Il parcourt l'allée des 50 cyprès dans un sens, puis le versant sud de la montagne de Richer dans l'autre sens. Du haut de ces 3 mètres, elle s'étire sur 135 mètres d'est en ouest avec un nubac et un adret. Il gravit les marches et flâne sur la ligne de crête de la montagne, exagération sémantique qui l'attendrit.
Il passe entre le pistachier, le chêne liège, le cyprès toujours vert, le chêne vert, l'érable de Montpellier, le chêne pubescent, s'attarde devant le filaire à feuilles longues. Il redescend. Il ne prend pas la contre-allée du nord, trop ombragée. Il traverse le jardin anglais, longe le grand bassin des nénuphars, passe devant le minuscule observatoire, la serre Martin, et arrive devant l'Institut de botanique. Il longe l'herbier bibliothèque, l'atelier des jardiniers et l'appartement du chef des cultures, s'enfonce dans l'école forestière, longe la bambouserie et la noria, contourne les haies de myrte soigneusement taillées, admire la tour au pin et le vaisseau de la cathédrale, puis remonte le long du boulevard Henri IV pour retourner à son point de départ. Tel est le parcours immuable emprunté par Samuel depuis 6 ans. Parfois, il s'autorise de légères digressions, traversant la passerelle derrière la maison des directeurs pour prolonger sa promenade dans le jardin de la Reine. Il remonte l'allée des cyprès en arrière de l'orangerie dans un sens, avant de parcourir la montagne dans l'autre sens. Il passe le petit pont qui relie le promontoire de la Noria au jardin du roi, au lieu de passer par en bas, où il se promène en compagnie de son jeune ami. En été, Ambroise se perd dans la contemplation des nénuphars, fasciné par les énormes feuilles du Nymphéa nelumbo. Samuel préfère les plantes modestes des garrigues et des dunes, odoriférantes et sèches, qui se contentent de peu. Merci. Alors, dernière question peut-être parce que le temps presse, mais comment avez-vous pris connaissance, découvert ces héroïnes finalement ? Parce que vous n'avez pas de rapport avec la Russie, de connaissance de ce pays. Non, j'ai été invitée à un colloque à la faculté de médecine autour de toutes les médecines douces, les actions pour accompagner les femmes qui étaient malades d'un cancer du sein. Et donc, on avait invité des artistes, il y a des sculptures, des tableaux. Et le doyen de l'époque avait introduit le colloque en disant que il était content d'accueillir des femmes parce qu'il y avait maintenant plus d'étudiantes que d'étudiants en médecine, mais toujours moins de professeurs que de professeurs, et qu'il fallait que l'on sache que la première femme admissible à l'agrégation était une étudiante de Montpellier, venue de Russie, interdite d'oral parce que c'était une femme. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai sorti mon carnet, j'ai noté, je me suis dit, un jour j'écrirai sur elle parce que quand même, c'est pas normal. Et puis pourquoi des étudiantes étrangères, etc. Et effectivement, les femmes françaises n'avaient pas le droit encore d'aller sur les bancs des universités puisque le bac est arrivé très tard en France. Même si Montpellier a accueilli le premier lycée pour jeunes filles, oui. Le lycée Clémenceau. Oui, ça a été. Donc, c'était quand même une. Vous voyez, première... notre ville est quand même une ville exceptionnelle. Bon, nous allons, si ça ne vous gêne pas, Caroline, à conclure. Donc pour moi, j'ai vraiment apprécié ce roman. Je le lisais au départ pour la Russie, pour ces femmes. Alors bien sûr, la condition des femmes au XIXe siècle, début XXe siècle, la condition des Juifs dans leur pays d'origine, et puis une découverte de Montpellier. Pour les gens qui connaissent, on peut redécouvrir à travers un autre angle, par un autre angle. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Et maintenant, si vous avez des questions, on peut peut-être passer rapidement. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Oui. Pourquoi votre livre s'appelle un roman et pas un essai, une biographie ou quelque chose comme ça ? C'est toujours la question. S'agit-il d'un roman historique ou d'une biographie romancée ? Alors là, c'est tout simplement la faute de mon éditrice, entre guillemets, parce que moi, je pensais que ça serait une biographie romancée dans le sens où tout est exact, mais je vais, par exemple, raconter un accouchement, inventer cette promenade, ce genre de choses. Et en fait, il y a plusieurs collections dans la maison d'édition Chèvrefeuille étoilée, et elle voulait absolument que je sois dans la collection roman. Et on s'est alors c'est pour ça qu'à la fin du roman, d'ailleurs, j'explique, je fais une sorte de post-scriptum où je veux montrer la différence, s'il y en a une, entre biographie romancée et roman historique. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Je suis du corps médical et je vous demanderai de me dédicacer ce livre. Non, simplement, j'ai peut-être une ébauche de réponse à la question que vous vous posiez. Pourquoi les femmes en Suisse ne pouvaient pas je crois me souvenir, parce que j'ai étudié un peu l'histoire de la médecine,
qu'en Suisse, il y avait déjà à l'époque le débat entre la Suisse alémanique, la Suisse romane, les germaniques, etc. Et je sais qu'en Suisse, ils étaient très indépendants les uns des autres et il n'y avait pas. Et donc après, et ça existe d'ailleurs toujours, hein, des problèmes de reconnaissance mutuelle des diplômes. Et donc peut-être que ça vient de là, alors que la France et surtout Montpellier. Parce qu'effectivement, Montpellier, bon, c'est la plus ancienne et effectivement, elle a toujours été un petit peu en avance sur la dissection. Sur 800 ans, hein, oui, fêté l'année dernière. Tout à fait. Alors, elle était sous la coupe des catholiques, mais quand même, elle a été très, très avant-gardiste, entre autres d'ailleurs sur la dissection. Ça a été une des premières facultés où on a Vous pouvez lire pas mal de choses sur la dissection. Oui, c'était absolument indispensable de savoir connaître l'anatomie. Tout à fait. Et simplement une petite note rassurante, vous disiez effectivement, actuellement, il y a 60 à 65% de filles parmi les étudiants de toutes les disciplines de santé. Ça progresse très vite. Il faut savoir qu'au départ, pour le concours, il y a à peu près le même nombre de garçons que de filles, mais les filles sont meilleures. Voilà, donc on continue, hein, on n'est pas loin du 8 mars et j'ai plaisir à le dire, j'étais professeur moi-même, donc on a eu de très bonnes Merci. études. Et c'est vrai qu'il faut un certain temps après pour la hiérarchie. Bon, aujourd'hui, 70% des internes sont des femmes, et donc ça va monter effectivement, et on monte en puissance. Enfin, moi, dans ma faculté, j'étais à Paris, on atteint les 50% de femmes professeurs. D'autres questions, madame? Juste un détail. Elles sont parties dans quelle ville d'Argentine? Elle est partie. Enfin, il n'y a que Raïssa. Oui. Colonna, je crois. Mais j'ai écrit le livre il y a déjà 3 ans. Et je ne me rappelle plus forcément. Voilà, oui. Parce qu'en fait, ils sont passés d'une colonie misérable à une autre. En fait, c'était les prénoms de la femme du baron von Hirsch. Donc, excusez-moi, vous êtes obligé de lire le livre. C'était pour ça. Merci Caroline, merci Laurence.